Eh bien, bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la dérivation d'une fonction composée, qu'on appelle aussi dérivation en chaîne. Alors, cette vidéo est de niveau première générale spécialité mathématiques. Elle est aussi de niveau terminale générale spécialité mathématiques. En effet, en première, on voit un cas particulier de ce concept et en terminale, on généralise le concept. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter la dérivation d'une fonction composée de façon générale, et on va traiter un exemple qui va correspondre au cas particulier traité en première. Mais au fait, une fonction composée, c'est quoi? Eh bien, la composition de fonctions est l'application successive de deux fonctions. Si f et g sont deux fonctions, la fonction composée de f et de g est la fonction h telle que h de x égale f de g de x. On note aussi cette fonction f rond g. Par exemple, si f de x égale x au cube et g de x égale 2x moins 5, alors f de g de x est égal à f de 2x moins 5. En effet, j'ai remplacé g de x par 2x moins 5. Pour avoir f de 2x moins 5, je vais utiliser l'expression f de x égale x au cube. Et je vais remplacer x par 2x moins 5, ce qui va donc me donner 2x moins 5 au cube. De la même façon, g de f de x est égal à g de x au cube. En effet, j'ai remplacé f de x par x au cube. Et je vais ensuite utiliser l'expression g de x égale 2x moins 5, et je vais remplacer x par x au cube, ce qui va donc me donner 2x au cube moins 5. Cet exemple permet de constater qu'en général, f de g de x est différent de g de f de x. On va voir maintenant le théorème sur la dérivation d'une fonction composée. Si y est égal à f de u, avec la fonction f dérivable par rapport à u, et si u égale g de x, avec la fonction g dérivable par rapport à x. Alors on a f de g de x le tout prime, c'est-à-dire la dérivée de la fonction composée, qui est donc égale à f' de g de x multiplié par g' de x, que l'on peut aussi écrire f rond g' de x, qui est donc égal à f' rond g de x multiplié par g' de x. Moi, personnellement, je vais utiliser une troisième notation, qui est la notation de Leibniz, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que cette notation nous donne une formule qui est très simple à retenir. En effet, dy sur dx, qui est donc égal à dy sur du multiplié par du sur dx. On voit bien que si je simplifie au numérateur et au dénominateur par du, j'obtiens dy sur dx. Alors attention, cette remarque ne fait pas office de démonstration. Alors, deuxième raison qui me fait utiliser cette notation, c'est qu'elle est très utilisée dans les logiciels de calcul formel, notamment dans l'application Photomat, que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente. Donc, cette notation est à connaître, puisque les logiciels de calcul formel l'utilisent et que ces logiciels sont très importants à la compréhension de la notion de dérivation. Elle permet notamment aux élèves de calculer des dérivées de façon autonome. Alors, on va maintenant voir un exemple pour illustrer ce théorème. h est une fonction définie sur R par y égale h de x qui est égal à 2x moins 5 au cube. Avec y égale f de u qui est égal à g de x qui est égal à 2x moins 5 et f de u qui est égal à u puissance 3, u au cube. On a donc, si j'applique le théorème d sur dx de 2x moins 5 au cube, c'est-à-dire dy sur dx, qui est donc égal à d sur du de u au cube, multiplié par d sur dx de 2x moins 5. Alors, d sur du de u au cube, c'est dy sur du, multiplié par donc du sur dx, qui correspond à d sur dx de 2x moins 5. Alors ça aussi, ça correspond en fait à h' de x, qui est égal à f de g de x', qui est égal à f' de g de x multiplié par g' de x. Mais je le rappelle, moi je vais utiliser la notation de Leibniz. J'obtiens au final, donc si je fais d sur du de u au cube, cela me donne 3u au carré, multiplié par
du sur dx, alors d sur dx de 2x moins 5, ça correspond à 2. Donc ça va me donner 6u au carré, c'est-à-dire 6 fois 2x moins 5 au carré. Alors maintenant, pour les plus courageux, je vais effectuer donc la démonstration. Soit y égale f de u avec f, une fonction dérivable par rapport à u, de plus u égale g de x, avec g qui est une fonction dérivable par rapport à x. On a ici la représentation graphique de la fonction f, avec le point A qui appartient à cf, qui est de coordonnées u, f de u, le point B qui appartient aussi à cf, à cette représentation graphique qui est de coordonnées u plus delta u, f de u plus delta u. On a la droite sécante AB, la pente, c'est-à-dire le taux de variation moyen qui correspond aussi au coefficient directeur de la droite sécante AB, et par définition donc f de u plus delta u moins f de u, le tout divisé par u plus delta u moins u, c'est-à-dire u plus delta u moins u ça fait delta u, puisque u moins u ça fait 0, et on se retrouve avec un coefficient directeur de la sécante AB qui est donc égal à delta y divisé par delta u. On obtient la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite tangente au point A de coordonnées u, f de u, en évaluant la limite quand delta u tend vers 0 de la pente de la droite sécante, c'est-à-dire du coefficient directeur de la droite sécante, passant par les points A de coordonnées u, f de u, et B de coordonnées u plus delta u, f de u plus delta u. C'est-à-dire que l'on a limite lorsque delta u tend vers 0 de delta y sur delta u, qui est donc égale à dy sur du. Donc, pour faire simple, on peut dire que lorsque delta u tend vers 0, eh bien, la droite sécante se confond avec la droite tangente, et donc le coefficient directeur de la sécante tend vers le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire le nombre dérivé au point A. Voilà ce que l'on peut dire lorsque delta u tend vers 0. On peut voir ça avec une simulation GeoGebra. On a ici le delta u qui vaut 1,6. On voit bien que lorsque le delta u tend vers 0, eh bien ma droite sécante AB va se confondre avec la tangente au point A, et l'on va donc avoir notre coefficient directeur de la droite sécante AB, c'est-à-dire delta y sur delta u, qui va donc tendre vers le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire dy sur du. Alors attention, ici on voit que dans la simulation delta u est égal à 0. Je vous rappelle que mathématiquement, cette limite, lorsque delta u tend vers 0, delta u tend vers 0 mais ne vaut jamais 0. Hein. Donc là, c'est l'inconvénient de la simulation. Donc le delta u ne vaut jamais 0, il tend vers 0, mais il ne vaut jamais 0. Et on voit bien ici que la sécante AB, lorsque le delta u tend vers 0, eh bien elle va se confondre avec la tangente au point A. Eh bien maintenant, notons epsilon, la différence entre ces deux pentes, la différence entre ces deux coefficients directeurs. On a donc epsilon qui est égal à delta y sur delta u moins dy sur du. Et limite lorsque delta u tend vers 0 de epsilon qui est égal à 0, hein, puisque la droite sécante se confond avec la droite tangente lorsque le delta u tend vers 0. Cela veut bien dire que le coefficient directeur de cette sécante delta y sur delta u tend vers dy sur du. Et on a bien donc limite lorsque delta u tend vers 0 de epsilon qui est égal à 0. Donc je répète, en effet, lorsque le delta u tend vers 0, la pente de la droite sécante tend vers la pente de la droite tangente. Isolons delta y dans cette dernière équation en mettant le moins dy sur du dans le membre de gauche. On obtient alors delta y sur delta u qui est égal à epsilon plus dy sur du, hein, puisque en le faisant passer dans le membre de gauche de l'égalité, le moins dy sur du va devenir plus dy sur du. On va multiplier par delta u les deux membres donc, de cette égalité. On va se retrouver donc delta u multiplié par dy sur delta u. Ici, on va pouvoir simplifier et au final, on a delta y qui est égal à epsilon plus dy sur du, le tout multiplié par delta u. On va ensuite distribuer et on va donc obtenir delta y qui va être égal à dy sur du fois delta u plus epsilon fois delta u. On sait que delta x est différent de 0, hein, c'est comme le delta u. Alors, delta y sur delta x est égal à dy sur du multiplié par delta u sur delta x, plus epsilon multiplié par delta u sur delta x. De plus, puisque
delta U est égal à G de X plus delta X moins G de X, et que G est dérivable, et donc continu, alors delta U tend vers 0 quand delta X tend vers 0. Donc cette propriété qui nous dit qu'une fonction qui est dérivable et donc continue est une propriété qui est démontrée en terminale. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, concrètement, ça veut dire que ici, notre delta x, quand il tend vers 0, eh bien, g de x plus delta x tend vers g de x, et donc le delta u va être égal à g de x moins g de x, pardon, et va donc être égal à 0. On a bien un delta u qui tend vers 0 quand le delta x va tendre vers 0. On obtient alors une limite, lorsque delta x tend vers 0, de delta y sur delta x, qui va donc être égale à la limite, lorsque delta x tend vers 0, de dy sur du multiplié par delta u sur delta x, plus limite lorsque delta x tend vers 0 de epsilon multiplié par delta u sur delta x. Or, le dy sur du, c'est une limite qui correspond à un nombre. Je peux donc le sortir de la limite, et donc limite lorsque delta x tend vers 0 de delta y sur delta x va donc être égal à dy sur du multiplié par la limite lorsque delta x tend vers 0 de delta u sur delta x, plus, eh bien ici, comme on a un produit, je peux dire que c'est égal à la limite lorsque delta x tend vers 0 de epsilon multiplié par la limite lorsque delta x tend vers 0 de delta u sur delta x. Je sais que la limite lorsque delta x tend vers 0 de delta u sur delta x, eh bien c'est égal à du sur dx. Je sais aussi que la limite lorsque delta x tend vers 0 de epsilon, ça correspond à la limite lorsque delta u tend vers 0 de epsilon, hein, puisque si delta x tend vers 0, eh bien delta u tend vers 0, et que donc la limite lorsque delta u tend vers 0 de epsilon, eh bien cette limite est égale à 0. Ça on a vu aussi précédemment, hein, les deux coefficients directeurs, la tangente, le coefficient directeur de la séquente et de la tangente deviennent égaux, et donc le delta u, le epsilon, pardon, devient égal à 0. 0 multiplié par du sur dx, eh bien ça fait 0. Et on se retrouve, on arrive au final à dy sur dx, qui est donc égal à dy sur du multiplié par du sur dx, hein, puisque toute cette partie-là, elle va s'annuler. Et bien voilà, on a effectué la démonstration du théorème. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis évidemment à bientôt, hein, sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.